Donc on va décrypter ensemble les raisons de la crise actuelle qui a l'air assez incontrôlable et de plus en plus incontrôlable. Voilà, ça commence bien. Attendez, alors d'abord, commencer par un état des lieux. Donc c'est une crise, je pense, sans précédent hein, dans l'électricité. Alors oui, peut-être aussi une petite parenthèse, ce qui se passe, enfin l'électricité aujourd'hui représente à peu près 25% de la consommation, mais on sait que c'est le vecteur de demain. Dans les projections 2050, ça va prendre une place prépondérante de l'ordre des 2/3 de la consommation, enfin de la production, puisque en gros, si on veut décarboner, il va rester l'électricité à base de renouvelables et éventuellement de nucléaire, et puis la biomasse, mais qui est en quantité très réduite. Donc c'est vraiment un problème majeur, cette envolée des prix de l'électricité. Alors pour les ménages, d'après une évaluation, ça va être de l'ordre de 400 € de plus en 2022 sur la facture annuelle, donc un impact important, et dans toutes les études, il ressort que c'est une préoccupation majeure des Français, puisque c'est une dépense contrainte, et ça a évidemment un impact sur la précarité énergétique qui est déjà élevée, puisqu'on est déjà autour de 12 millions de personnes qui sont dans la précarité énergétique, avec des témoignages qui disent que de plus en plus de gens ne se chauffent pas ou se chauffent beaucoup moins pour des raisons financières. Pour les entreprises, c'est aussi un gros problème, avec des secteurs entiers qui sont menacés. Vous avez peut-être vu dans la presse, notamment ce qu'on appelle les électro-intensifs, donc les secteurs pour lesquels la part de l'énergie est très importante dans les coûts, comme la métallurgie par exemple, ils disaient qu'ils risquaient carrément d'avoir des faillites en cascade. Certains ont vu leurs factures multipliées par 2, par 3, voire par 6 ou même plus. Hein. Il y a eu aussi des témoignages d'une scierie, enfin il y a différents témoignages qu'on peut entendre sur les radios. Certains ont même baissé leur production et même pour certains arrêté. D'autres ont eu recours à des achats en panique de groupes électrogènes. Et puis Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de l'Industrie, a dit elle-même que sans intervention du gouvernement, c'était 150 entreprises, c'est-à-dire 45 000 emplois directs qui étaient menacés. Bon, alors, je ne sais pas si c'est une estimation vraie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une crise majeure aussi pour l'économie. Ça a provoqué de l'inflation, les hausses de prix se sont retrouvées évidemment dans les prix globaux. Et puis avec des déclarations vraiment très fortes de certains représentants, dont le président de la CLE, qui est une association des grands consommateurs d'énergie, qui écrivait « Les entreprises sont dans un état de sidération devant l'apathie du gouvernement et les délires du marché ». Bon, c'est aussi un gros problème pour l'État et donc pour le contribuable, qui a été estimé, puisque les mesures pour faire face à ces hausses d'énergie ont été estimées à 22 milliards d'euros en 2022, sachant que ces chiffres évoluent constamment. Qui se décompose en 10 milliards pour le gel des prix du gaz, 8 milliards pour le plafonnement des prix de l'électricité, et puis 4 milliards pour l'indemnité inflation sous forme de chèque pour les plus petites rémunérations. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune perspective pour la suite, c'est-à-dire qu'il y a des mesures en urgence pour 2022, et pour 2023, rien n'est prévu. Alors, ça peut se comprendre pour le gaz et le pétrole, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que la France est dépendante de ressources qui sont importées à 99%, et ces ressources sont spéculatives. Alors, il y a eu plusieurs explications avancées, je pense que vous avez vu, pour l'augmentation des prix du gaz, avec une augmentation de la demande en Chine et puis plus généralement en Asie, une augmentation du prix du CO2 qui fait que on a essayé de remplacer le charbon, qui est très émetteur de CO2, par le gaz, et donc il y a eu une demande plus importante sur le gaz. Et puis aussi les problèmes conjoncturels avec un hiver particulièrement froid et long en Europe, et donc les stocks avant l'été étaient bas, anormalement bas. Et puis aussi, je pense qu'il faudrait faire une étude plus poussée là-dessus, mais il y a un aspect spéculatif, notamment Gazprom, par exemple, avait des réserves très très basses au début de l'été. Alors c'était probablement aussi pour appuyer l'avancée du gazoduc Nord Stream 2. Et puis on pourrait se demander aussi quels sont les vrais coûts d'approvisionnement des pétroliers et des gaziers, parce que je pense qu'ils ne s'approvisionnent pas sur le spot, et donc de toute façon c'est évident qu'ils ont fait des bénéfices comme jamais. Donc il y a un aspect spéculatif. Mais en tout cas, la France est un peu contrainte par ses importations, alors que dans l'électricité, et c'est ça qui est absolument aberrant, c'est qu'il y a une très faible dépendance aux importations de gaz. C'est de l'ordre de 3% des coûts du système électrique en France en temps normal. C'est monté cette année à cause de la flambée, mais ça reste de l'ordre de 8%.
Et puis, ça impacte aussi la balance commerciale, puisque ce qu'on importe d'Europe par les interconnexions, c'est beaucoup de l'énergie carbonée, mais enfin, la balance commerciale de la France est restée positive. Et donc, quand on regarde la facture globale de la France, c'est-à-dire le coût de production et de réseau du système français, plus les imports-exports, ça a augmenté de l'ordre de 4% pour 2020. Et si on regarde, bon, 2020 était une année particulière, si on regarde par rapport à 2019, on est à 5% en 2 ans. Autrement dit, si on était resté à une facturation calée sur les coûts, il n'y aurait pas de crise de l'électricité. Et pourtant, les prix de marché, bon, je pense que vous suivez ça, s'envolent complètement. Hein. Ils dépassent régulièrement maintenant les 600 € du mégawattheure à certaines heures. Et même les prix de base, c'est-à-dire les prix moyens sur l'année, donc qui ne sont pas expliqués par des risques de défaillance à certaines heures, eux aussi ont dépassé les 400 € du mégawattheure. Et ces prix de marché, on va revenir sur prix de marché et prix de détail, se répercutent sur les factures. Et s'il n'y avait pas eu une intervention de l'État pour plafonner les prix du tarif réglementé d'électricité, c'était une augmentation de presque 45%, 44,5% hors taxe qui était prévue par la Commission de régulation de l'énergie pour les tarifs en 2022. Alors encore une fois que les coûts, eux, n'ont pratiquement pas augmenté. Donc on peut se demander où est passé l'argent. Bon, alors évidemment, on peut avoir quelques pistes. Les grands énergéticiens et nos grands concurrents ont fait des profits comme jamais. Hein. Engie annonce des résultats en très forte hausse, avec des perspectives qui restent très positives grâce au prix élevé du gaz. Un taux de distribution des dividendes qui est extrêmement élevé. On est à 66% de taux de distribution des dividendes, alors que la moyenne, alors le taux en France est très élevé pour les entreprises du CAC 40, mais globalement sur la moyenne des entreprises, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Et il y a une dizaine d'années, c'était de cet ordre-là aussi. Donc c'est de l'argent qui est vraiment perdu pour la collectivité, en grande partie. Et puis on va revenir aussi, Engie a une filiale à 50% qui est la Compagnie nationale du Rhône, et qui, elle, annonce des bénéfices, mais invraisemblables, c'est-à-dire une rémunération du capital engagé de l'ordre de 24% par an, avant les hausses de prix. L'énergie aussi a annoncé un bénéfice record, 15 milliards d'euros pour 2021, donc c'est un record historique hein, pour les entreprises en France. Ils disent clairement que c'est directement lié à l'augmentation des cours du gaz, et eux aussi ont un taux de distribution de dividendes très généreux, et donc il y a 7 milliards d'euros qui sont partis sous forme de dividendes, et pourtant Engie comme Total bénéficie des aides d'État pour plafonner les prix de l'électricité. Et puis EDF a aussi eu des bons résultats en 2021, hein, avec des hausses de 20,5% par rapport à 2019, si on dit que 2020 est une année atypique, du résultat courant, et de l'ordre de 8% de l'EBITDA. Mais par contre, EDF d'abord a vécu une période difficile par le passé à cause des prix bas, et puis les perspectives sont très incertaines puisque l'État demande à EDF de participer aux mesures de plafonnement des hausses. Alors, voilà l'évolution des coûts complets du système électrique en France. Donc là, entre 2012 et 2021, donc ce que vous voyez, alors en violet, violet clair en dessous, sur le bas, ce sont les exports, et violet foncé, ce sont les imports. Donc on voit que le solde, on exporte plus qu'on importe, donc on a un solde de la balance commerciale qui est positif et qui reste positif. Et puis après, dans les coûts du système électrique français, la très grande partie, 85% en fait des coûts, sont des coûts fixes, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de la quantité vendue, pour un tiers à peu près, des coûts fixes de réseau, et puis pour le reste, des coûts fixes de production, c'est-à-dire les coûts de construction des centrales nucléaires, et puis les coûts d'exploitation qui ne dépendent pas de la quantité vendue. Et finalement, ce n'est que la partie en jaune, rouge et puis beige qui représente les coûts variables, donc des coûts qui dépendent de la quantité produite ou vendue. Ce sont principalement des coûts de combustible. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ces coûts de combustible, ce n'est pas que du gaz, il y a une partie d'uranium, il y a un tout petit peu de charbon pour la France, et puis voilà, du gaz. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un coût du gaz, là, donc qu'on voit en rouge, qui est passé de 3% à 8%, mais qui reste très faible. Alors, les données de ce calcul sont disponibles, hein, je vous ai mis sur le slide, donc vous pouvez vous y référer, c'est issu de données publiques. Alors maintenant,
maintenant qu'on a vu les coûts, les prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a différents, on entend parler de différents prix d'électricité. Il y a d'abord ce qu'on appelle les prix de gros, ce sont les prix de marché, ce sont les seuls prix qui sont vraiment échangés sur une bourse de l'électricité. Et ce sont les professionnels de l'énergie qui échangent leur énergie là-dessus, donc les producteurs, les très grands clients, les fournisseurs et puis éventuellement des traders. Et puis, donc, ces prix sont déterminés par un mécanisme d'optimisation sur lequel on va revenir de merit order par les opérateurs de bourse, principalement EPEX en France, mais aussi un peu Nord Pool. Et ces prix de marché ont plusieurs échéances de cotation, c'est-à-dire qu'on peut acheter du jour pour le lendemain, voire même à l'intérieur même d'une même journée jusqu'à 1 heure avant la production réelle, mais on peut aussi acheter beaucoup plus longtemps à l'avance, une semaine, un mois, un trimestre, un an, voire jusqu'à 3 ans. Alors, ce qu'on appelle prix spot, ce sont les prix du jour pour le lendemain, et on a une cotation heure par heure, c'est-à-dire ça va varier à chaque heure de la journée en fonction de l'équilibre entre production et consommation et du coût marginal, sur lequel on va revenir aussi. Et puis les prix à terme, eux, donc comme je disais, ça va sur des échéances beaucoup plus longues jusqu'à 3 ans. En fait, c'est l'espérance des prix spot sur l'ensemble des scénarios, c'est-à-dire la moyenne, c'est-à-dire que les acteurs, pour déterminer le prix à terme, regardent plein de scénarios météo d'indisponibilité, regardent à combien serait le prix déterminé comme un prix spot sur ces différents scénarios et en font la moyenne. Et normalement, les prix à terme donc, sont une sorte de moyenne sur les différents scénarios des prix spot. Et puis en plus de ça, comme il n'y a pas de cotation horaire, bon, c'est des moyennes aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont moyens sur l'année. On achète une quantité pour toute l'année prochaine ou un petit peu plus détaillé en heure de pointe et heure de base. Donc les prix à terme, normalement, c'est l'espérance des prix spot. Ça peut dépendre de l'anticipation des acteurs. Si les acteurs pensent qu'il va y avoir une grosse augmentation du gaz et donc une grosse augmentation des prix spot à l'avenir, ça va faire flamber aussi les prix à terme. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, il n'y a pas vraiment de dérive, c'est-à-dire les prix à terme correspondent bien plus ou moins à une moyenne des prix spot. Alors, je vous ai mis quelques exemples de prix à terme, enfin de prix spot ou à terme. Donc J, ça correspond au prix spot. Donc vous voyez, c'était le 9 mars, on était à 462 € du mégawattheure en base et 459 en pointe. J plus 1, donc J c'était l'infrajournalier, J plus 1 pour le lendemain, et puis on peut acheter pour la semaine suivante, pour le mois suivant, pour le trimestre suivant et pour l'année suivante, voire pour 2 ans avant. Alors, quand on est en année, ce qu'on appelle le year ahead, là, on n'a plus de produit de base ou de pointe, c'est un prix moyen sur l'année. Et puis, donc il y a ce prix de gros, le prix de marché, et puis il y a le prix de détail qui est en fait le prix facturé au consommateur final. Alors, quel que soit le type alors là, ce n'est pas un prix qui est fait en bourse, ce sont des prix élaborés par des acteurs, c'est des contrats, enfin par les fournisseurs. Alors, il faut savoir que le prix de l'électricité se détaille en 3 postes qui sont à peu près d'un poids équivalent pour des clients domestiques. C'est un peu moins vrai pour les clients, pour les grands clients qui sont connectés directement au réseau de tension. Donc, un tiers qui correspond à la rémunération du réseau par un tarif qui est réglementé, qui s'appelle le TURP, c'est le tarif d'utilisation des réseaux, le tarif public d'utilisation des réseaux. Une part énergie qui correspond aux coûts de production et aux coûts de commercialisation, enfin c'est essentiellement les coûts de production, et ce n'est que cette partie-là en fait qui est en concurrence. Et puis les taxes. Mais dans les taxes, on dit que c'est un tiers, mais dans les taxes, il y a une taxe particulière qui est la CSPE, qui est en fait l'aide, le complément de rémunération pour les énergies renouvelables et qui est en fait une sorte de coût de production des énergies renouvelables, enfin en tout cas de complément de coût de production. Et il y a 2 types d'offres. Il y a les tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire les tarifs bleus tels qu'ils existaient par le passé, sauf que cela n'existe plus pour les clients entreprises, donc ils subsistent uniquement pour les clients particuliers et pour les toutes petites entreprises. Mais pour les clients particuliers, ils représentent encore 68% des ménages, donc ça a quand même un point important. Et puis, il y a les offres de marché. Alors là, c'est à la liberté des fournisseurs qui peuvent en fait les constituer comme ils veulent. Alors, certains peuvent avoir des prix fixe sur une certaine durée, d'autres être indexés sur le marché de manière plus réactive, on va dire, sachant que la Commission européenne pousse
à ce qu'on aille vers des prix de marché qui soient de plus en plus connectés au prix de marché, pardon, des offres de marché qui soient de plus en plus connectées au prix de marché heure par heure. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. C'est assez invraisemblable parce que c'est ce type de tarification qui expose le plus les clients aux aléas du marché. Ça a été un gros problème en Espagne cet été, et ça a été un énorme problème plus loin de chez nous, au Texas. Je crois que c'était l'hiver, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant, avec une crise majeure et des prix qui ont été au-delà de 10 000 euros, de 10 000 $ du mégawattheure. Alors voilà comment ont évolué, donc vous vous souvenez, les coûts de production, eux, sont très stables. Par contre, les évolutions du prix à terme, donc là j'ai pris le year ahead, donc pour une livraison l'année prochaine, d'une quantité constante, donc il n'y a pas de phénomène physique qui explique a priori les évolutions. Et on voit que c'est extrêmement volatile, c'est-à-dire en 2012 c'était autour de 20 euros du mégawattheure, c'est monté avec la crise de 2008, et par exemple on voit l'impact des Jeux Olympiques de Pékin qui ont provoqué une tension sur le fret et donc une augmentation des prix. C'est monté à 90 euros du mégawattheure, donc déjà des évolutions très fortes, puis ça a replongé avec la crise de 2008, c'est redescendu. En 2016-2017, c'était très bas. Et puis là, maintenant, ça flambe. Alors là, je me suis arrêtée, je ne sais plus quand j'ai fait le graphe, mais ça a déjà complètement explosé, puisque là, sur mon graphe, donc je devais être en octobre à 170 euros du mégawattheure, mais j'ai fait des captures de ce qu'envoie la DOAT. On était à 215 euros du mégawattheure mercredi dernier, et puis bon, on est retombé. Enfin, vous voyez, ça varie en plus énormément, quoi. Là, j'ai pris le 9 mars, puis le 14 mars. Vous voyez, à J+1, par exemple, on est passé de 377 à 293. Enfin, c'est ultra volatile. Alors là, j'ai fait une capture du prix spot d'une journée. Donc le prix spot, comme je vous disais, ça peut varier d'heure en heure en fonction du coût marginal sur lequel on va revenir. Donc, bon là, c'était un jour de décembre 2018 normal, quoi. Et vous voyez que c'est très, très volatile, hein, ça passe de presque 0 à 90 dans la même journée. Donc pour un achat pour le lendemain. Hein. Et là, j'ai pris le prix spot du 9 mars. Alors, c'est plus lissé sur mon graphe, mais c'est équivalent. Et là, on est passé à 550 euros du mégawattheure, voire 600 euros du mégawattheure. Donc, on n'est pas du tout dans les proportions de ce qu'il y avait encore il y a peu de temps. Alors, ce graphe présente une évolution comparée des coûts et des prix. Alors, plus exactement, les coûts moyens du système électrique, enfin de production du système électrique, là, qui sont, vous voyez, très stables et qui montent un peu à cause quand même de l'augmentation de la part du gaz. Et là, c'est l'équivalent du prix spot, mais pondéré par les productions horaires. Donc, à chaque heure, je prends la production multipliée par le prix spot. Et là, on voit que c'est pas du tout égal au coût de production. Donc, ça a été longtemps en dessous. Et puis là, c'est en train de partir complètement au-dessus, sans rapport. Et donc, ça a créé une succession de crises. Alors, c'est vrai que la crise actuelle, encore une fois, elle est vraiment majeure, mais on entend souvent que ça allait très bien jusqu'à maintenant et que là, il y a un problème. Non, non, ça n'allait pas depuis le début, en fait. Hein. Alors, en 2006, il y a déjà eu une envolée des prix. À l'époque, il n'y avait que les entreprises, donc ça nous touchait moins directement, qui étaient passées en offre de marché. En fait, elles avaient le choix entre rester au tarif réglementé de vente, puis passer en offre de marché. Et puis, au bout d'un moment, on leur a retiré les offres... Enfin, non, pardon, elles avaient le choix, mais par contre, quand elles optaient pour une offre de marché, il n'y avait pas de droit de retour. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus, c'était une décision définitive, elles ne pouvaient plus revenir au tarif réglementé de vente. Donc, beaucoup sont sortis au début des tarifs réglementés de vente parce que les prix de marché étaient bas. Et puis, les prix de marché se sont envolés. Et là, il y a eu à nouveau tout un tas de discours catastrophés des entreprises qui disaient « Nous, on va mettre la clé sous la porte si c'est ça, on ne peut pas se permettre des prix pareils. » Et donc, le gouvernement est intervenu en pompier, a créé un tarif de retour provisoire qui s'appelait le TARTAM, quand même qui était à 20 à 25% de plus que le tarif réglementé. Et pourtant, la plupart des entreprises sont revenues à ce tarif réglementé. Et donc, les fournisseurs ont dit que c'était anticoncurrentiel. Et donc, le résultat, c'est que depuis, les tarifs ont disparu pour ces entreprises. Mais bon, c'était déjà une crise importante. Alors, je vais pas faire année par année, mais il y a eu aussi l'étape 2016-2018 où là, les prix étaient complètement effondrés. Bon, alors, c'était pas un problème directement pour les consommateurs, mais c'était un vrai problème pour les producteurs. Et donc, je pense que vous vous en souvenez tous, c'est parce que je pense qu'on le voit encore aujourd'hui pour les salariés de ces grands groupes de production, dont EDF.
puisque ça a été l'occasion de mettre en place une politique d'austérité, alors que les besoins de la transition énergétique, évidemment, sont gigantesques, avec des réductions de budget. Il fallait revenir à un cash flow positif. Moi, je pense que tout le monde se souvient de ça. Le résultat, c'est qu'on a des sous-investissements dans le système électrique qui posent problème et qui vont de plus en plus poser problème. Et puis des baisses d'effectifs qui ont commencé à cette époque-là et qui ne s'arrêtent pas depuis. Donc on est à moins 12% de baisse d'effectifs à EDF entre 2014 et 2020, et puis à la R&D, qui évidemment est plus sur le long terme et donc intéresse moins ceux qui pilotent par le cash, et on en est quand même à 18% de baisse des effectifs entre 2015 et 2020, et projection 2022. Donc voilà, c'était une crise aussi. Et puis, il y a eu aussi le plan Hercule. On rappelle, ça fait 4 ans que ça dure, cette histoire, mais on nous expliquait que EDF était en grande difficulté, notamment à cause de la reine et des prix bas, et que donc le statu quo n'était pas tenable. Bon, alors évidemment, 2021, là, ça bat des records. Même Bruno Le Maire dit que le marché unique européen de l'électricité ne marche pas, qu'il est aberrant. Je vous lis une phrase, on va y revenir, mais il faut revoir de fond en comble le fonctionnement du marché unique de l'électricité. Les Français en paient la facture d'une manière incompréhensible pour eux et totalement inefficace du point de vue économique. Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc, on a une énergie décarbonée à un coût très bas. Mais le marché fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz. Donc, c'est bien. C'est à peu près 15 ans après ce que nous, on s'acharne à dire. Bon, certains continuent à dire que ce n'est pas le problème. Voilà, donc, maintenant, Bruno Le Maire, je pense, apparaître comme un gauchiste, mais enfin, voilà. On finit par, même ceux qui étaient pas spécialement critiques envers le marché, finissent quand même par avoir des gros doutes. Et donc, ça a justifié des mesures transitoires sur lesquelles on va revenir aussi, mais encore une fois, pour la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, pourquoi le marché ne reflète pas les coûts ? Parce que le prix de marché, donc marché de gros, est calé sur ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production d'un mégawattheure supplémentaire. Et donc, combien ça coûte le mégawattheure supplémentaire? Une fois que le parc est installé, on peut plus toucher aux coûts fixes. Ils sont engagés, ils sont échus, et puis voilà, qu'on produise ou pas, ça ne change rien. Donc, la seule chose sur laquelle on peut agir, ce sont les coûts variables. Et donc, on appelle les centrales, parce qu'on a un système qu'on appelle le merit order, de la moins chère en coût variable jusqu'à la plus chère en coût variable. D'abord, les énergies renouvelables qui ont un coût variable nul, puisque le solaire ou l'éolien qu'on produise ou pas, ça coûte le même prix. Puis, pour le faire schématiquement, le nucléaire, puis les énergies fossiles, charbon ou gaz. Et en fait, quand il s'agit de produire un mégawattheure supplémentaire, les centrales pas chères sont déjà en fonctionnement maximal et donc ne peuvent rien faire. Et donc, le coût supplémentaire, le mégawattheure supplémentaire va être produit par la centrale. En général, la centrale en fonctionnement la plus chère à chaque instant sur le réseau, sachant que le réseau, c'est le réseau interconnecté européen. Et ces centrales, alors, c'est un peu vite parce que c'est le coût variable de ces centrales, mais on intègre aussi des coûts annexes comme les coûts de démarrage, par exemple. Et puis, certaines centrales sont gérées comme en gestion de stock, en valorisation de stock. Par exemple, l'eau des barrages, on leur affecte une valeur qui est la valeur qu'elle permettrait d'économiser à l'avenir, selon les différents scénarios. Par exemple, si on garde l'eau, elle peut éviter d'utiliser une centrale à charbon plus tard, une centrale à gaz. Donc, généralement, la centrale la plus chère, c'est une centrale à gaz ou à charbon, et son coût variable, c'est essentiellement le coût du combustible, même si ça ne représente que même que si ces centrales ne représentent que quelques pourcents dans la production totale. Et donc, c'est pour ça que le coût marginal dépend essentiellement du gaz ou du charbon, et puis du coût de la tonne de CO2. Alors, on entend souvent que c'est parce que c'est lié à l'interconnexion au réseau européen et que le réseau européen utilise plus de gaz et de charbon que nous. C'est vrai, mais enfin, c'est vrai qu'on est connecté et que les centrales à charbon et à gaz sont plutôt à l'extérieur de nos frontières. Mais enfin, même si on était en France isolée avec un mécanisme de marché, il faudrait des moyens de pointe pour répondre, pour faire ce qu'on appelle la fine dentelle, pour répondre heure par heure aux variations. Et donc, ça serait des moyens thermiques, et donc on serait aussi dépendant des prix du gaz. Et alors, certains disent aussi, il suffit d'attendre de développer beaucoup de renouvelables et ça ira mieux.
bon, ça ira mieux tant qu'on n'a pas besoin à nouveau d'un petit peu pour régler ne serait-ce qu'un % de thermique dans le système. D'autres ont dit au contraire la part du renouvelable. C'est à cause du renouvelable, il y a eu un manque de vent en septembre, c'est pour ça que ça a pesé dans l'évolution des prix. Bon, franchement, c'est marginal sur le spot et c'est pas vrai du tout sur les prix à terme. C'est-à-dire que les prix à terme, donc pour l'année prochaine, se sont envolés. C'est pas parce qu'il a manqué de vent pendant 3 semaines cette année qu'il va en manquer l'année prochaine. Donc c'était pas du tout les bonnes raisons. Alors, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à construire un prix comme ça qui semble complètement déconnecté des coûts de production? Parce qu'il y a une théorie, ça s'appuie sur une théorie qu'on a utilisée nous, mais de manière un peu comme une aide à la décision, on va dire, par le passé, qu'on appelle la théorie de la convergence des coûts marginaux, qui dit que ces coûts marginaux-là, quand on fait la moyenne finalement, donc la moyenne sur plusieurs années, ça revient au coût complet du système électrique. Et par exemple, pour le nucléaire a des coûts variables qui sont plus faibles que le coût des centrales à gaz. Et donc, quand les prix sont fixés par le coût variable de la centrale à gaz, en moyenne, ça va permettre non seulement de rémunérer les coûts variables du nucléaire, mais aussi d'amortir ces coûts fixes. Et donc, à la fin, on devrait arriver à des prix de marché, donc des coûts marginaux qui devraient être égaux au coût complet du système. Bon, d'abord, il faut remarquer qu'en moyenne, ça ne suffit pas pour des investisseurs, pour des investisseurs, parce que c'est des moyennes qui peuvent être sur 20 ans, et donc un investisseur ne peut pas se permettre de perdre la plupart du temps et d'espérer certaines années rattraper toutes les pertes qu'il a eues les autres années. D'autre part, c'est très fragile, puisque ça repose, toutes les rémunérations reposent sur l'énergie vendue, donc sur la part variable, alors qu'on a vu que ça représentait qu'une toute petite part des coûts. Et par exemple, pour les moyens de pointe, ceux qui interviennent vraiment en dernier dans l'empilement, ceux-là, ils ne peuvent se rémunérer que pendant les 3 heures de défaillance, c'est-à-dire sur lesquelles on va manquer de production moyenne qu'on a par an. Donc c'est vraiment très fragile. Et puis surtout, les hypothèses sur lesquelles sont basées cette théorie ne sont pas respectées, ne sont pas du tout applicables. Elles ne sont pas aujourd'hui, elles ne l'ont pas été par le passé, elles ne le seront pas plus à l'avenir. Alors pour plusieurs raisons. Alors c'est assez détaillé, vous verrez, j'ai mis des références dans des articles un peu plus longs. Il y a d'abord une grosse hypothèse, c'est qu'au moment de faire l'investissement, il faudra avoir une connaissance parfaite de l'information sur toute la durée de vie de l'investissement. Et par exemple, il faudrait connaître le cours du gaz sur toute la durée de l'investissement. Donc on voit bien que c'est complètement impossible. Ça suppose aussi que le parc est adapté sur critères économiques, c'est-à-dire qu'on construit les bons moyens de production de manière optimale pour que chaque centrale ait la bonne durée de fonctionnement chaque année. Or, il y a bien d'autres critères, on sait tous, qui rentrent en compte, notamment un critère environnemental, un critère politique, un critère d'indépendance énergétique, etc. Et puis, il y a tout un tas de contraintes qui ne sont pas intégrées, ce qui fait que, comme vous l'avez vu, les prix ne correspondent pas du tout au coût complet. Et ce, encore une fois, quel que soit le parc de production. Et cette variation des prix de gros se répercute aujourd'hui sur les prix aux usagers, y compris sur les tarifs réglementés de vente. Alors, c'est quelque chose en fait qui est lié à une évolution du calcul des tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire qu'avant, tels qu'ils étaient calculés jusqu'en 2015, il n'y aurait pas eu d'impact de ces prix de gros sur les tarifs réglementés de vente. Donc, alors déjà, avant l'ouverture des marchés, il y avait une seule grille tarifaire, identique pour tout le monde, simple, claire, qui reflétait les coûts de production, avec des tarifs bleus pour les particuliers, les petits professionnels, jaunes et verts pour les entreprises plus grandes, qui avait un objectif, c'était de recouvrir les coûts de production et puis de permettre une équité de traitement, donc chacun payait pareil à profil comparable. Depuis l'ouverture, évidemment, ces tarifs sont considérés comme une entrave à la concurrence. Et donc, il y a eu des attaques répétées de fournisseurs et de grands industriels contre ces tarifs. Et finalement, l'Union européenne a imposé de faire disparaître ces tarifs contre l'avis des usagers. Quand on lit les décisions de l'Union européenne et qu'on voit qu'ils recueillent les avis à la fois des fournisseurs concurrents et à la fois des usagers, il apparaît très clairement que les entreprises, quand on leur a retiré des tarifs, elles disaient « mais nous, on veut les garder. Ce qui est important pour nous, c'est la stabilité. Aujourd'hui, le marché fonctionne mal et on veut garder ces tarifs. » Le résultat, c'est que, donc, comme je disais, il ne reste plus que pour les particuliers, donc ces tarifs bleus pour les particuliers et pour les toutes petites entreprises, et il est déjà écrit que ce n'est que temporaire. C'est-à-dire qu'à terme, tous ces tarifs doivent disparaître. Alors, c'est reporté, il n'y a pas de date qui est fixée parce qu'on a du mal à imaginer comment ça va se produire, mais c'est ça, normalement, la théorie. Et puis, en 2015, donc, il y a eu la Commission de régulation de l'énergie
enfin, il y a eu un changement de nature du tarif réglementé de vente, donc qui restait donc le tarif bleu pour les particuliers et les petits professionnels. Donc, avant, ces tarifs étaient faits par le gouvernement. Maintenant, ils sont établis par la Commission de régulation de l'énergie, puis validés par le gouvernement. Et maintenant, l'objectif, ce n'est plus de recouvrir les coûts de production, c'est un objectif de contestabilité. Et la contestabilité, donc, qui est écrite dans les textes, se définit comme la faculté pour un opérateur concurrent d'EDF, présent ou entrant sur le marché de la fourniture d'électricité, de proposer sur ce marché des offres à prix égaux ou inférieurs au tarif réglementé de vente. Donc, même l'autorité de la concurrence a dit quand même, on n'a jamais vu ça dans aucun autre secteur, on transforme le tarif réglementé de vente en prix plafond et le fournisseur le moins efficace doit pouvoir faire mieux. Et pourtant, c'est resté comme ça. Et pour permettre aux fournisseurs donc, de contester ce tarif, de proposer une offre moins chère, on a calé leur calcul sur la manière dont s'approvisionne un fournisseur qui n'aurait pas de moyens de production. Alors, donc là, je parle que de la part énergie, sachant qu'en plus, vous vous rappelez, dans les tarifs, il y a une part transport et une part taxe, mais qui, elles, ne sont pas soumises à la concurrence. Donc, comment s'approvisionne un fournisseur qui n'a pas de moyens de production? D'abord, il s'approvisionne en partie à l'AREN, donc un accès régulé au nucléaire à un prix plafond qui est 42 € du mégawattheure. Le complément, il va l'acheter sur les marchés. Et donc, on intervient maintenant dans le calcul du tarif réglementé de vente un prix de marché, qui est le prix de gros, lissé sur 2 ans. Alors, en fait, jusqu'à 2019, il n'y avait que ces deux parties. L'AREN représentait environ 68%, 2/3 du calcul de la part énergie des tarifs. Et puis, la partie prix de gros lissé sur 2 ans représentait le dernier tiers. Mais sauf que vous avez entendu, je pense, parler de l'écrêtement de l'AREN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs qui demandent à être fournis à l'AREN n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, puisque au total, ça ne peut pas dépasser 100 TWh, la partie livrée à l'AREN. Et donc, ils sont écrêtés. Donc, finalement, la part d'AREN est tombée à 50% à peu près. Et donc, on a rajouté un terme qui est le prix de gros de la cotation de décembre. C'est-à-dire, et là, ça représente à peu près 20%. C'est-à-dire qu'on considère que comme la quantité d'AREN disponible pour les fournisseurs est donnée en novembre, au guichet de novembre, les fournisseurs qui ne sont même pas censés être couverts découvrent en novembre qu'ils n'en ont pas assez et donc achètent tout en décembre. Et c'est ça qui a fait que, enfin, c'est cette partie écrétée qui a été responsable d'une grosse partie de la hausse, parce qu'en décembre, plus exactement les 3 premières semaines de décembre, les prix en moyenne ont été à 257 € du mégawattheure. Alors, il y a eu des contestations, notamment des organisations syndicales qui ont dit pourquoi vous ne prenez pas au moins juste les 2 premières semaines de décembre. Et puis les associations de consommateurs aussi ont attaqué. Ça diminuerait beaucoup ce prix. Il y a eu un refus et donc voilà, on en est là. Et donc on se retrouve avec un tarif réglementé de vente qui est indexé sur le cours du gaz, c'est-à-dire que finalement les prix de marché s'imposent à tous. On n'a plus de choix. Alors là, je vous ai mis une évolution des prix de l'électricité pour les particuliers depuis 2007. Ce sont des données INSEE qui ont été complétées par les décisions de la CRE à partir de, je ne sais plus quelle année, enfin les dernières années. Et bon, vous voyez, ça a augmenté avant la hausse, avant la flambée de 2021, de 50% hors inflation. Donc on ne peut pas dire que les marchés ont fait baisser les prix, que l'ouverture des marchés a fait baisser les prix. Alors comment est-on arrivé à un système qui paraît aussi absurde? Alors, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu une directive européenne en 1996 qui a imposé la mise en concurrence de tout un tas de secteurs publics, de réseaux, dont l'énergie. Donc, ça s'est imposé à tous les pays. Et donc, en France, ça a signifié que le monopole public d'EDF, GDF à l'époque a dû être coupé en morceaux pour laisser de la place à la concurrence. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Alors, au début, avant ça, donc on avait EDF, acteur quasiment unique sur la production, les réseaux. Donc c'était l'essentiel de son activité, avec une activité aussi un peu moins physique, on va dire, qui était la commercialisation et la relation client, qui consistait essentiellement à compter combien les clients consommaient et à appliquer la grille tarifaire qui devait refléter le coût complet du système. Bon, les coûts, c'était à peu près la production, ça représente à peu près 67% des coûts totaux du système, les réseaux un peu moins de 30%, et la commercialisation, c'est vraiment une toute petite part, c'est de l'ordre de 4% sur la moyenne de tous les clients.
Donc il a fallu découper, puisque les réseaux, heureusement l'Union européenne a considéré quand même que ce n'était pas possible de les mettre en concurrence, donc eux sont restés en monopole. Et donc il a fallu séparer les parties en monopole des parties qui étaient en concurrence. Donc EDF est resté sur la partie production et commercialisation, avec séparés des réseaux de transport et distribution, qui sont des filiales d'EDF, mais qui sont vraiment très séparés d'un point de vue organisationnel et direction. Bon, ça c'est, alors voilà, les filiales ont été créées, RTE pour le réseau de transport, Enedis pour le réseau de distribution, EDF, qui était une entreprise à caractère public, une EPIC, est devenue société anonyme. Et puis on a commencé à mettre en concurrence la partie commercialisation, ce qu'on s'est mis à appeler la fourniture. Les tarifs réglementés de vente ont progressivement été modifiés, et puis sont apparus, en plus des tarifs réglementés de vente et maintenant en remplacement, les offres de marché, dont les tarifs dynamiques. Voilà, aujourd'hui on est à peu près à 80 fournisseurs, dont la moitié pour les particuliers. Il a fallu créer un marché, donc cette bourse a le prix de gros pour que les fournisseurs, dont la plupart, je ne sais pas, 95% ne produisent pas, puissent s'approvisionner auprès des producteurs. Puis, en parallèle, on a commencé à introduire un peu de privé dans la production. Alors d'abord, on a cédé une partie de la production historique à certains acteurs. En particulier, on a cédé un quart de la production hydraulique à des entités CNR et Chem qui maintenant sont filiales à 50% d'Engie. Ça a été cédé à l'euro symbolique. Et puis, quand il y a eu des nouveaux moyens de production de construit, à la fois fossiles et maintenant c'est surtout éolien et solaire, ça s'est fait par appel d'offres en appelant des opérateurs privés. Enfin, EDF pouvait concourir, mais quand on regarde le résultat, EDF est très très peu présent sur l'éolien et le solaire en France, et je pense en partie parce qu'on lui a demandé de ne pas prendre plus de place qu'il en avait déjà. Bon, alors on a créé en plus du marché ce biais de l'AREN, je crois que j'y reviens après, qui permet aux fournisseurs d'accéder donc à la production nucléaire d'EDF à un prix plafond de 42 € du mégawattheure. Donc voilà, et si on regarde, EDF aujourd'hui a 67% de la fourniture, c'est-à-dire du portefeuille client, et c'est là-dessus en fait qu'est l'essentiel de qu'est-ce qu'on peut appeler la concurrence, et donc ça représente 4% des coûts. Et sur la production, c'est 67% des coûts. Il ne s'agit pas vraiment d'une mise en concurrence, parce qu'une fois que les centrales sont construites, on ne les met pas en concurrence. C'est un programme d'optimisation qui décide qui produit quoi, donc c'est plutôt une délégation de services publics, comme les autoroutes, avec des prix, avec des tarifs qui sont pour l'essentiel garantis. Bon. Les fournisseurs, c'est quand même difficile de faire vivre une activité quand on ne fait rien rien de concret, on va dire. Parce que les fournisseurs, alors je crois que j'ai zappé un de mes transparents, les fournisseurs sont des opérateurs qui sont vraiment, qui ne produisent pas pour l'essentiel, qui ne stockent pas, qui ne distribuent pas, qui ne transportent pas, qui ne comptent pas non plus l'électricité, et donc qui font faire de l'achat pour revente, du démarchage, donc une activité financière et financière et commerciale, quoi. Et d'ailleurs, l'un des fournisseurs, Équateur, a écrit dans la presse, a déclaré qu'il n'était pas plus énergéticien que Amazon n'était libraire. Donc ça dit clairement ce que ça dit, sauf, pas exactement d'ailleurs, parce que quand même, au moins, Amazon livre ses produits, ce que ne font pas les fournisseurs. Et donc, ils sont obligés de forcer la porte pour arriver à se différencier par rapport aux producteurs. Donc, il y a 3 leviers. Un démarchage qui est agressif et frauduleux. Alors, je dis ça, c'est pas de la calomnie, hein, c'est largement documenté. L'association consommateur CLCV qui a carrément écrit un plaidoyer pour le retour au monopole du système électrique, alors qu'elle dit clairement qu'elle a accompagné d'autres ouvertures des marchés. Elle écrit « La principale innovation est le recours massif à la pratique commerciale agressive et trompeuse ». Engie, mais d'autres aussi, ont été condamnés très lourdement pour démarchage agressif, pour usurpation de marque, tromperie, fraude à la signature, etc. Donc, ils ont payé 1 million d'euros de dommages et intérêts à EDF en 2018, 900 000 € d'amende en 2019, et ça continue. L'autre levier, c'est qu'ils ont eu accès donc, à prix préférentiel au nucléaire. Donc,
pardon, excusez-moi. Je disais 100 TWh, c'était un quart de la production nucléaire, aujourd'hui c'est plutôt un tiers, hein, avec cette année, de manière exceptionnelle, 20 TWh qui se sont rajoutés. Les 42 € du mégawattheure, c'était une estimation des coûts de production du nucléaire historique. Bon, alors je sais qu'il y en a qui disent que 42 € c'est très bas, en fait, comme c'est très opaque, ces calculs, c'est difficile de dire. La CRE, à l'époque, la Commission de régulation de l'énergie avait plutôt dit que c'était entre 36 et 39 €. Ça couvrait Fukushima, les dépenses post-Fukushima, ça couvrait aussi le prolongement, mais ça n'a pas été réévalué. Voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les prix de marché sont inférieurs à ces 42 € du mégawattheure, les fournisseurs peuvent s'approvisionner sur le marché et là, évidemment, EDF ne peut pas couvrir ses coûts. Je pense que c'est le principal problème de cette arène. Bon, pour autant, il ne faut pas dire que les problèmes dans le système électrique ont commencé avec l'ARENH et la loi NOM. Ça a commencé dès le début, à partir du moment où on a mis de la concurrence dans ce système qui ne s'y prête pas du tout. Et puis le troisième levier, c'est d'avoir obtenu le changement du mode de calcul du tarif réglementé de vente. Donc ça, c'est pour les fournisseurs. Et pour les producteurs, eux, ils ont en fait, maintenant on voit écrit partout qu'aucun moyen de production ne peut se développer avec les prix de marché. Ça apparaît clairement. Bon, je pense que c'est comme ça depuis le début en fait, mais voilà. Et donc, il y a des prix garantis, c'est en particulier pour le solaire et l'éolien. Quand on construit, les producteurs ont la garantie d'écouler leur production pendant la durée de vie de leur installation à un prix qui a été fixé par appel d'offres, alors soit qui a été fixé par la puissance publique pour les petites installations, soit qui a été fixé par appel d'offres. Et donc, on est vraiment dans le cas d'une délégation de service public. Alors, on pourrait se dire à la limite pourquoi pas, sauf que ça coûte très très cher. Et c'est là un point important, je pense, qui est rarement dit, ce n'est pas la transition écologique ou énergétique qui nous coûte cher, c'est vraiment le marché, parce qu'il y a un impact énorme de ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le coût de rémunération des apporteurs de capitaux, donc les banquiers via le taux d'intérêt et les actionnaires via le taux de rémunération et les dividendes des actions. Alors, je vous ai mis des extraits du rapport de RTE, enfin du rapport sur les scénarios énergétiques 2050 de RTE. Donc là, il présente par filière, vous voyez, alors j'ai un peu, par filière, pardon, la part de coûts financiers, d'investissement, donc ce que ça coûte réellement d'investir, et les autres coûts, donc les coûts d'exploitation fixe et puis les coûts variables. Et par exemple, quand on regarde sur le nouveau nucléaire, si le taux de rémunération du capital est de 9%, c'est à peu près de cet ordre d'idée que je crois que c'est 8 ou 9% qui a été construit Hinkley Point, par exemple, aux États-Unis. Et bien sûr, un peu moins de 100 € du mégawattheure, il y en a 55 qui sont simplement des frais financiers. Et c'est vrai pour toutes les filières. Et donc, du coup, qu'on se finance à 2% ou qu'on se finance à 9%, ça change considérablement le coût complet, donc le coût de production total de l'électricité. Vous voyez, pour le nouveau nucléaire, on passe de 55 à près de 100 € du mégawattheure. Dans ces scénarios, dans l'étude économique, RTE a même chiffré la totalité des scénarios. Donc il a pris les mix, il a pris le réseau, etc. Et il a fait des hypothèses avec un taux médian à 4% de rémunération des apporteurs de capitaux, des investisseurs. Et puis il a fait des variantes à 1% et à 7%. Alors, il a fait pour tous les scénarios. Moi, j'ai pris les deux scénarios de référence. Le scénario de référence 100% renouvelable, qui s'appelle M23, si vous voulez les regarder, et le scénario de référence nucléaire, qui est N2. Alors, pour N23, donc le 100% renouvelable, quand on est à 1% de financement, ça coûte 55 milliards d'euros par an. Quand on est à 4%, donc 1%, l'État peut se financer sans problème aujourd'hui à 1%. 4%, c'est un minimum pour des investisseurs privés, et 7%, ça arrive régulièrement. Donc, quand on passe à 4%, on augmente le coût total du système de près de 30%, et quand on passe à 7%, et ben ça augmente de 64%. Et dans le scénario nucléaire, c'est encore pire, puisque le nucléaire, bon, c'est des investissements sur encore plus long terme. Donc on augmente de 38% quand on passe de 1 à 4%, et on augmente de 93%, donc on a quasiment doublé quand on passe de 1 à 7%. Donc là, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, je vous fais un petit extrait aussi de ce qui s'est passé sur la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, qui vient de voir son l'exploitation de ses barrages reconduite pour 18 ans, au même moment, enfin juste un tout petit peu avant, comme par hasard, que la Cour des comptes sorte un rapport vraiment au vitriol sur la gestion 2012-2020, donc avant
l'envolée des prix. Et qui écrit « Cette situation de rente inframarginale, bon, donc le fait que les prix soient supérieurs aux coûts, s'est traduite dans les comptes de l'entreprise par des résultats élevés, une trésorerie abondante, un endettement quasi nul et une distribution de dividendes très importante. » Elle évoque une rémunération moyenne des capitaux engagés de 24% par an. Je ne sais pas si vous imaginez, des dividendes de l'ordre de 16%. Et par ailleurs, malgré ça, il y a eu des sous-investissements. Dans le même temps, le montant des programmes d'investissement et leur taux d'exécution se sont dégradés. Et elle évoque un détournement de l'intérêt général puisqu'elle écrit un sol conservé par la société concessionnaire et ses actionnaires, de sorte que l'efficacité des barrages du Rhône ne bénéficie plus aux consommateurs à travers des tarifs reflétant les coûts de production. Donc voilà un peu ce que ça coûte de faire de la délégation de services publics sur des moyens aussi capitalistiques que l'énergie. Alors, qu'est-ce que coûte réellement la transition énergétique? Donc on a vu que les coûts, que le marché coûte, enfin le recours aux capitaux privés, enfin à des fortes rémunérations des capitaux coûte cher. Par contre, la transition énergétique, quand on regarde les estimations de RTE, finalement, elle voit une évolution de moins de 35% d'augmentation du coût du mégawattheure à horizon 2050. Donc ça, c'est encore un graphe qui est extrait de son rapport. Donc on est là aujourd'hui autour de 90 € du mégawattheure et voilà, on va être au maximum un peu en dessous de 120 € du mégawattheure. Et ça pour un financement à 4%. Donc c'est de l'ordre de moins de 1% par an. Ça dépend des scénarios, c'est-à-dire qu'on est, quand je dis 35%, c'est avec le scénario le plus coûteux. On est à 30% avec le scénario de référence 100% renouvelable, le M23, mais on n'est qu'à 15%, donc 15% d'ici 2050 avec le scénario de référence nucléaire N2. Et ça, c'est avec un coût à nouveau de rémunération du capital de 4%. Et si on passe à 1%, et bien là, on est plutôt dans une stagnation, voire une baisse du coût au mégawattheure. Et puis, je voudrais revenir sur le fait que on a beaucoup dit le nucléaire est le scénario nucléaire est moins cher que le renouvelable. Bon, après, on pense que ce qu'on veut du renouvelable ou du nucléaire. Moi, je dis simplement que ce n'est pas un problème de prix, c'est faux. L'écart entre le scénario avec 1% et 7%, on a vu que c'était des variations de l'ordre de 64% ou de 93% selon les scénarios. Par contre, l'écart entre le scénario de référence nucléaire et renouvelable, au taux de 4%, c'est de 15% d'écart. Donc 15%, moi... Et alors, dans le premier cas, c'est des calculs mathématiques, on ne peut pas se tromper. Dans le deuxième cas, c'est soumis à tout un tas d'hypothèses. Et franchement, un écart de 15% à horizon 2050, je pense qu'on peut dire que c'est dans l'épaisseur du trait. Alors, on entend aussi, écoutez, finalement, les prix montent, mais ça va peut-être être un mal pour un bien, ça va permettre d'atteindre plus vite la neutralité carbone. Bon, d'abord, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même assez inacceptable socialement quand on voit la précarité énergétique, mais surtout, par ailleurs, on va dire, les grands leviers de décarbonation nécessitent eux aussi des investissements de long terme. Ce n'est pas une réaction à un prix qui bouge heure par heure. La décarbonation de l'industrie, ça veut dire qu'il faut changer les process pour les faire passer du gaz ou d'énergie carbonée à l'électricité. Toujours le président de l'association des grands consommateurs dit clairement, et j'ai entendu à plusieurs reprises dire, pour électrifier les usages, il faut des prix de l'électricité qui soient stables. Si on a des prix stables de l'électricité alors que les prix sont volatiles pour le gaz, ça va évidemment aider à électrifier les usages. Et il dit même que c'est encore plus important d'avoir des prix stables que d'avoir des prix bas pour ça. L'isolation des bâtiments, c'est pareil. Pour réduire vraiment la consommation, il faut isoler les bâtiments. Et c'est l'investissement à long terme. Et puis, il y a tout un tas d'évolutions sociétales, comme le changement de mode de transport, développer les transports en commun ou changer le type d'habitat qui relève du long terme et pas du court terme. Alors, il y a l'association Carbone 4 qui a fait une estimation. Elle a regardé comment on pouvait décarboner et elle a évalué les décisions individuelles au regard de décisions collectives. Et sa conclusion, c'est qu'un comportement, même un comportement héroïque, c'est-à-dire si tous les Français faisaient tout ce qui est dans leur pouvoir pour baisser l'empreinte carbone, on aurait résolu un quart du problème. Et eux, ils disent, comme tout le monde ne réagira pas de manière héroïque, dans le meilleur des cas, on peut atteindre par des gestes individuels de l'ordre de 5 à 10% de l'empreinte carbone. Donc en fait, bon, l'impact de l'action individuelle, évidemment, est importante, mais c'est avant tout un enjeu collectif. Et ça demande de la planification et des investissements à long terme. Et ça, c'est entravé clairement par les marchés. Et puis, ce qu'on voit aussi, on n'en parle peut-être pas
très souvent, c'est que l'envolée des prix du gaz, comme il y a ce principe du merit order où on fait par ordre croissant de coûts variables, on appelle les centrales par ordre croissant de coûts variables, comme les prix aujourd'hui du gaz sont très élevés, malgré un prix du CO2 qui permet de pénaliser les centrales qui émettent le plus de CO2, eh bien le gaz passe après le charbon, pardon. Et donc, on voit une recrudescence de la production de charbon, ce qui est évidemment catastrophique pour les gaz à effet de serre et assez irrattrapable. Donc, ils disent que, donc un think tank, Ember, dit de 2011 à 2019, plus de 80% des énergies renouvelables remplaçaient le charbon. Cette bascule a marqué un ralentissement de la sortie du charbon et entre 2019 et 2021, c'est plus que 29% qui remplace le charbon et ça va plutôt remplacer du gaz. Alors, les perspectives, pour finir. D'abord, on a un peu deux types de réactions face à cette crise majeure. Il y a une réaction de déni, clairement, c'est-à-dire qu'il y en a qui continuent à dire les marchés fonctionnent très bien, et puis il y a une crise conjoncturelle. Alors, je vous cite Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui disait en octobre dernier sur France Inter bon, c'est une crise conjoncturelle, il faut tenir 6 mois. Donc, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Une économiste de l'énergie qui s'exprime souvent, qui est économiste à Dauphine, Anna Créti, mais bon, il y en a d'autres, qui dit, elle a fait une tribune dans le Monde qui disait « Il est fallacieux de reprocher au marché la hausse actuelle des prix de l'électricité. Il est normal que le prix augmente, il n'y a là aucune défaillance de marché, au contraire, le marché est efficace car il révèle les fondamentaux de l'offre et de la demande. » Bon, je rappelle quand même que la demande d'électricité n'a pas augmenté. Hein. Et puis, bon, Thomas-Olivier Lautier, donc notre ex-chef économiste, qui, lui, écrivait, alors c'est un peu plus vieux en 2016, mais il disait « C'est sans grande illusion que nous appelons une nouvelle fois de nos voeux une vraie libéralisation des marchés de détail de l'énergie, ce qui passe par la disparition des tarifs réglementés de vente. » Donc, le problème pour lui, c'était plutôt trop de réglementation que pas assez. Et puis, la Commission européenne dans son ensemble, et je dois dire une majorité pour l'instant d'États membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la Suède, qui disent que tout va bien et qu'il ne faut rien toucher au marché. Alors qu'il y a un autre groupe, parmi lesquels la France, l'Espagne, la Grèce ou la République tchèque, qui dit quand même que le marché a atteint ses limites. Alors, on a entendu aussi, donc c'est de la faute au manque de vent, ça ira mieux avec les renouvelables. Bon, je pense que vous l'avez vu, on l'a déjà dit, hein, ça ne changera rien si on reste dans un système de marché. Alors, un coup, ça va mieux, un coup, ça sera mieux avec plus d'énergie renouvelable, et donc il faut attendre que le Green Deal se mette en place. D'autres fois, on va dire que c'est pire parce que les renouvelables ne permettront plus au marché de fonctionner. On a vu que ça ne marchait déjà pas très bien quand même. Et le grand argument qui revient souvent, et notamment parmi la Commission européenne, c'est de dire, finalement, c'est le prix à payer pour être interconnecté au réseau européen. Et donc Bruno Le Maire, après avoir dit que les marchés ne fonctionnaient pas du tout, a fini par dire le marché de gros fonctionne bien, puisqu'il garantit la disponibilité de l'énergie à tout moment pour tous les États membres. Et Thierry Breton, pareil, bon, je pense que je vous incite à écouter son interview sur France Inter, c'était en octobre dernier, franchement ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, il disait, bon alors Léa Salamé lui disait, mais quand même ça n'a pas fait, enfin l'ouverture à la concurrence n'a pas eu la baisse de prix attendue, et il dit, je fais bien la distinction entre ouverture à la concurrence et organiser la libre circulation de l'électricité, ça fait baisser les prix, nous sommes un marché global, il faut qu'il y ait une libre circulation, ça bénéficie aux producteurs d'électricité, dont la France, qui est producteur net grâce au nucléaire. Bon, je pense qu'on peut rappeler quand même que les réseaux interconnectés sont interconnectés depuis bien avant l'ouverture des marchés, et qu'on pourrait être interconnecté avec un mode de fonctionnement qui ne serait pas le marché. Donc personne n'a demandé à se déconnecter du réseau européen, simplement interconnexion n'est pas égale à marché. Et puis, bon, il y a une deuxième attitude qui est la recherche d'un impossible compromis. Alors Bruno Le Maire, donc je vous avais dit qu'il avait dit en septembre dernier, le marché unique ne marche pas, il est aberrant, avant de dire que finalement il fonctionnait bien, le marché de gros, celui-là même dont il décrivait que ça dépendait des prix du gaz, alors que c'était pas normal. Et donc son idée, c'était de découpler les prix des énergies fossiles des prix de l'électricité, et donc de découpler finalement les prix de marché de gros des prix de détail. Et en fait, c'est une théorie
théorie qui est reprise de manière très large aujourd'hui, qui est beaucoup, qui se définit sous le terme de marché hybride. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui travaillent dessus, peut-être qu'ils pourront compléter ou démentir, etc. Pour moi, alors c'est quoi le principe des marchés hybrides? Bon, ça part d'une reconnaissance plus ou moins explicite de l'échec des marchés, en fait. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que pour le long terme, pour donner les signaux d'investissement, ça ne fonctionne pas. Et donc, il est question de faire un marché qui soit une hybridation entre la planification pour le long terme et le marché pour le court terme, parce que, paraît-il, les marchés fonctionnent bien à court terme. Sauf qu'on voit qu'à court terme, non seulement ça ne permet pas de rémunérer les investissements, mais ça ne permet pas non plus de tarifer les clients, sinon ça fait des catastrophes. Et d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy, dans un post sur LinkedIn, sur son compte LinkedIn en septembre dernier, il expliquait que le marché, on pourrait avoir un marché dont le rôle se limiterait à gérer le fonctionnement de court terme du parc de production, donc à déterminer le programme d'appel, c'est-à-dire quelles centrales produisent à quel moment par merit order. Donc le prix de marché, il y aurait un marché, mais le prix de marché ne serait jamais utilisé ni pour rémunérer les producteurs, ni pour rémunérer les clients. C'est aussi ce que dit Bruno Le Maire, finalement. Et donc finalement, on aurait un marché, moi j'appelle plus ça un marché pour tout dire, c'est-à-dire qu'un marché qui donne plus de prix, je ne sais pas si on peut quand même appeler ça un marché, et surtout ça ferait un merit order qui, par ailleurs, parce que quand on lit ce que s'écrit Jean-Bernard Lévy, on a l'impression que c'est le marché qui a inventé le merit order et ce système où on appelle les centrales par ordre croissant de coût variable. Or, c'était exactement ce que faisait EDF avant le marché, hein, c'était un programme d'optimisation, voilà, qui fonctionnait mieux par ailleurs pour des questions qui sont propres au système électrique, c'est-à-dire qu'un acteur centralisé qui dispose de toute l'information donne un programme d'appel meilleur que quand il y a ce qu'on appelle une décomposition par les prix, où chaque acteur ne voit qu'un petit bout du problème. Bon, alors après, on pourrait se dire, bon, écoute, s'ils veulent garder le terme de marché pour sauver la face, pour ce qui n'est ni plus ni moins qu'un optimiseur, est-ce qu'on pourrait pas s'en contenter finalement, même si ça fait un petit peu moins bien qu'un acteur unique? Moi, je suis convaincue, enfin, nous sommes convaincus que c'est une impasse d'aller là-dedans, parce que tant qu'on reste sous le terme marché, même si le marché devient un optimiseur, on reste soumis aux règles de concurrence qui sont imposées par la Commission européenne, par l'Union européenne, et donc, sous peine de sanctions, on est obligé de faire une place aux fournisseurs, donc d'avoir cet ensemble de fournisseurs qui ne fait rien d'autre que du bruit sur le système, qui rajoute des coûts et qui impose ce marché. On ne peut pas à la fois avoir un marché dont le principe même, c'est d'avoir un prix qui varie en fonction de l'offre et de la demande, et une grille tarifaire qui soit stable, ce que demandent tous les clients, petits comme grandes entreprises, et égale pour tous, avec une notion de péréquation tarifaire qui va au-delà de la péréquation géographique. Et puis, l'autre question qui reste, c'est est-ce qu'on accepte d'avoir un recours à l'investissement privé, sachant qu'il est bien plus coûteux que l'investissement public sur des moyens de production de si long terme. Donc, pour nous, on ne peut pas faire l'économie de s'opposer au texte européen actuel et de pousser à la renégociation, parce que c'est dans l'intérêt général. Et encore une fois, ça n'implique ni de se déconnecter du réseau européen, ni même de demander à tous les États de sortir du marché de l'électricité, c'est-à-dire qu'on pourrait garder le marché de l'électricité au niveau européen, mais avoir un acteur unique intégré qui serait vu comme tel par le gestionnaire de marché européen. Même si ce n'est pas la solution idéale hein, d'un point de vue technique. Et puis, ça n'impose pas non plus une nationalisation en amont pour la construction des centrales, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des appels d'offres, faire construire des centrales, mais une fois qu'elles sont construites, alors l'exploitation n'est pas mise en concurrence, ce qui d'ailleurs c'est une fausse concurrence. Et ça permettrait de ne pas utiliser les constructeurs comme des financeurs des projets sur toute la durée de vie des centrales, ce qui coûte excessivement cher en coût de financement. Mais comme on n'arrive pas à aller jusqu'à cette sortie du marché, on a vraiment une impression d'improvisation totale et permanente avec, j'appelle ça le concours l'épine des rustines, mais à chaque fois on nous invente des mécanismes d'une complexité infernale qui à chaque fois finissent par planter. Alors, si on reprend juste la crise de 2021, sans même revenir à l'AREN, à tous les mécanismes de contrat pour différence ultra compliqués pour rien, donc on a eu la Commission européenne qui a dit en gros aux États, débrouillez-vous avec ce que vous avez, baissez les prix, baissez les taxes pour compenser les baisses de prix. Donc ensuite, on a eu le gouvernement chez nous qui a proposé des systèmes de stabilisateurs de prix, alors de différentes sortes. Alors, il y avait un stabilisateur automatique avec un prix de marché, mais une compensation quand le prix dépassait le prix de marché. Alors, les fournisseurs reversaient dans une caisse le trop perçu.
Et puis des systèmes de contrat long terme pour les entreprises, mais alors uniquement sur les renouvelables. Voilà, des systèmes aussi pour garantir que les fournisseurs ne fassent pas faillite, parce que c'était une grosse crainte. Mais bon, d'abord, c'est complètement insuffisant, puisque ce que veulent les gens, à nouveau les consommateurs, c'est un prix fixe, stable, pas uniquement sur la production renouvelable, mais sur toute la production. Et on ne peut pas à la fois avoir des prix garantis et un marché. Donc, on a eu aussi, là je pense que c'est peut-être le pompon, l'histoire de l'augmentation de 20 TWh de l'Arenh, puisque on s'est aperçu que les prix qui étaient censés augmenter de 12% en novembre, finalement, c'était plutôt 35, voire 45%. Donc, on a demandé, le gouvernement a dit, bon, ben, on va plafonner à 4% les tarifs réglementés de vente, et pour faire ça, comme l'écrêtement de l'Arenh a beaucoup pesé sur la hausse des prix, et ben on va augmenter le volume disponible à l'Arenh, augmenter de 20 TWh. Et donc, ça fera baisser mécaniquement le tarif réglementé de vente, puisque vous vous souvenez, dans les 3 postes, on remplacerait la partie qui est indexée sur les cours de décembre à 257 € du mégawattheure par le tarif Arenh fixé. Mais alors évidemment, c'est quand même très fictif, puisque EDF en fait avait déjà vendu toute sa production, elle le vend longtemps à l'avance dans une politique de couverture, production qu'elle n'a pas encore fait. Elle va produire dans l'année 2022. Et donc finalement, on demandait à EDF de racheter sur les marchés pour revendre à ses concurrents à prix coûtant, là, qui avait été réévalué à 46,2 € du mégawattheure. Là, on vient de nous dire, non, finalement, ça ne sera pas sur les marchés. On va demander à EDF de racheter au prix moyen de décembre, donc à 257 € par mégawattheure à ses fournisseurs, pour le revendre à 46,2 €. Bon, encore quelque chose de très compliqué pour dire que EDF doit verser à ses concurrents 257 moins 46 fois 20 TWh, c'est-à-dire 4 milliards. Et on n'est pas du tout sûr, mais ça c'est quand on lit en fait ce qui se dit aussi, on n'est pas du tout sûr que les fournisseurs répercuteront ça sur les clients, sur leurs clients. C'est-à-dire que, et d'ailleurs les représentants des clients s'en inquiètent beaucoup. Alors la commission de régulation de l'énergie dit qu'elle va surveiller, mais admet en fait que ça sera quand même très compliqué à faire. Et puis l'autre chose, c'est que ces aides, donc ce blocage des tarifs, n'est qu'une avance. Alors on avait dit que ça sera pour 2022 et ça sera rattrapé en 2023. Maintenant, on dit que ça sera aussi 2023, ça sera bloqué aussi, donc ça sera pour 2024. Mais à la fin, de toute façon, ça ne résout en rien le problème. Et quand on écoute, c'est pareil, les séminaires, les débats sur la question, rien n'est prévu pour la suite. Et je voudrais quand même rappeler à cette occasion que on était déjà dans une négociation sans fin sur l'Arenh, parce que l'Arenh n'était pas viable. Et tout le monde disait que le statu quo, a raison d'ailleurs, le statu quo n'était pas tenable pour EDF, ça empêchait les investissements. Bon, au bout de 4 ans de négociations sur l'Arenh, on n'y est toujours pas. Or, il y a quand même une urgence climatique. Maintenant, on ne va pas continuer comme ça indéfiniment, ça me semble vraiment très grave, quoi. Bon, alors nous, on a des propositions que je vous invite à aller lire. On a fait une tribune collective, je ne sais pas si vous aviez vu, avec Thomas Piketty, puis tout un ensemble d'économistes, d'associations, dont la CLCV, de politiques. On a nos propositions qui sont décrites, mais en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir du marché, absolument. Il faut sortir de ce dogme de la concurrence. Ça n'est absolument pas applicable à l'électricité, et même plus généralement à l'énergie. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt lucratif là-dedans, c'est un bien commun. Les investissements doivent être publics, parce que c'est un enjeu énorme, d'une part pour l'indépendance du pays, pour ne pas se mettre aux mains d'acteurs privés qui font ensuite ce qu'ils veulent, mais aussi parce que ça a un coût gigantesque d'avoir recours aux investissements privés. Ça doit être planifié. Nous, on pense que sur la question démocratique, il faut des référendums, et en particulier sur les différents scénarios. Enfin, il y a 2 grands scénarios en fait avec et sans nucléaire. On pourrait très bien avoir un grand débat public qui se terminerait par un référendum, et ça permettrait aussi à chacun de prendre possession de cette question de l'énergie qui devient de plus en plus fondamentale. Il faut des organismes de contrôle de type commission de régulation de l'énergie, sauf qu'au lieu de regarder si c'est simplement les règles de concurrence, ça contrôlerait les objectifs de service public. Un respect du droit d'alerte, et notamment des droits évidemment des syndicats et des salariés. Ce service public doit être étendu à l'ensemble des énergies, bon ça on pourra peut-être en reparler dans la conversation, et aussi à la maîtrise de la consommation. Il faut revenir à une grille tarifaire publique, sociale et écologique. Donc, on pense qu'il faut la gratuité des usages de base, et puis réorienter la politique européenne sur autre chose que ce tout marché sur lequel on est. Voilà.
il y a urgence, c'est 20 à 25 milliards d'euros par an qu'il faut investir dans le système électrique, nous dit RTE. Aujourd'hui, on est plutôt à 13 milliards. Sachant que l'électricité, encore une fois, c'est la pierre angulaire de la décarbonation. Voilà. Merci. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé. Et je peux répondre aux questions et éventuellement aussi poursuivre l'échange par mail ou directement par la suite. Ouais, merci beaucoup, Anne.